Merci Bonjour beaucoup. à toutes et tous. Donc, David Viala, directeur territorial de Pôle emploi pour la Vienne et les Deux-Sèvres. Euh, le propos de mon intervention va être de vous parler donc de l'investissement dans les compétences et notamment de tout ce qui fait qu'aujourd'hui les compétences sont devenues ou deviennent l'élément central par rapport à ce qu'on a pu connaître. Si on peut passer à la diapo d'après, l'idée c'est déjà de vous dire, au moins, de vous donner au moins trois bonnes raisons et trois bonnes raisons de parler de compétences. Et la première, donc là aussi on va avancer, je me suis amusé à vous faire une petite diapo sur l'évolution du marché du travail depuis 1974. Euh, 1974 et 1976, Pôle emploi n'existait pas encore, on était sur un de ses deux parents, la NPE pour le coup, qui crée quelque chose qui a encore cours aujourd'hui, qui s'appelle le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, appelé plus précisément ROM. Ce répertoire, il était d'une utilité tout à fait avérée, dans le sens où il permettait de faire rentrer dans des cases, de manière assez précise, l'ensemble des métiers que l'on avait à cette époque-là, sur des métiers qui, globalement, évoluaient peu, parce que on était plutôt sur des métiers entre guillemets traditionnels et on pouvait arriver à travailler comme ça sur quelque chose d'assez simple et quelque part, si vous me permettez l'expression, de faire rentrer des gens dans des cases. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on était référencé sur un métier en tant que tel. Bon. Et puis bon, ça a fait son œuvre, hein, puisque ce répertoire des métiers, aujourd'hui encore, il est utilisé par plus de 200 acteurs au niveau national. Mais le monde bouge, on s'en rend compte tous les jours. Et dans ce monde de changement, on se rend compte que les métiers évoluent de plus en plus, et notamment avec l'arrivée des nouvelles technologies, avec une certaine diversification des formes d'emploi, on en est arrivé au constat que c'était quelque chose qui devenait de plus en plus obsolète. Une, une preuve année, c'est que plus d'une personne sur deux qui arrivait à Pôle emploi ou qui arrive à Pôle emploi, qui s'inscrit sur un métier identifié, ressort sur un autre métier que celui qu'il était venu chercher, ou dans lequel en tout cas il était venu s'inscrire. Bon, donc ça doit quand même poser question en tant que tel. Notre marché du travail, en même temps, il évolue de différentes manières. Vous savez, c'est l'économie très cyclique. Ça passe par des phases d'expansion, des phases de récession, etc. 2008, on était au sommet d'une crise économique avec des taux de chômage qui étaient relativement élevés. Quand on est sur ces conditions-là et qu'on se place du côté de l'entreprise, j'allais dire quelque part, si vous me passez l'expression, c'est tout bénef, parce que on a en face de nous, c'est la loi de l'offre et de la demande quelque part, et on peut rechercher le mouton à cinq pattes en tant que tel, avec le métier qui va bien, avec l'expérience qui va bien, avec la formation qui va bien, avec tout ce qui va bien, et par rapport à l'immensité du choix possible, on arrive à trouver. Aujourd'hui, les choses vont mieux sur le marché du travail. On est sur, vous suivez comme moi les évolutions du taux de chômage, vous suivez l'évolution économique, vous suivez l'évolution de la croissance et tout ce qui s'ensuit. On se retrouve sur un paradigme qui est un peu différent et qui nous amène aussi à faire en sorte que côté entreprise, ben, il faut aussi savoir s'adapter. Alors vous entendez, vous ne pouvez pas passer, en tout cas, alors peut-être c'est ma déformation professionnelle qui fait ça, mais quand j'écoute les informations sur les grandes chaînes d'information, à peu près tous les 2, 3 jours, vous avez un reportage. Hier soir, le dernier que j'ai vu, c'était sur des EHPAD, si je ne dis pas de bêtises, en région Rhône-Alpes, qui sont obligés de fermer des lits parce qu'ils ne savaient pas trouver du personnel. Les tensions du marché du travail, ça c'est un sujet qui fait les choux gras de tous les journaux, parce que d'un côté, on a quand même encore un certain nombre de demandeurs d'emploi, de l'autre côté, on a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter,
Et généralement, ça se finit par que fait pour l'emploi. Mais bon, peu importe là-dessus. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, on a des entreprises qui savent pertinemment que s'ils restent sur leur vieux schéma de recherche de salariés, il y a fort à parier qu'ils ne vont pas trouver chaussures à leurs pieds. Et on a des exemples, on a des exemples très concrets que je pourrais vous donner sur la région, sur le département. Et puis on a des employeurs qui commencent à s'adapter parce que derrière ils ont quand même une production à sortir et ils ont quand même une obligation quelque part à trouver des solutions et à se dire, ben ouais, bon, si j'arrive pas à trouver effectivement quelqu'un qui est du métier, qui a la formation, etc., ben, je vais peut-être essayer de voir comment je peux recruter autrement et recruter différemment. Et c'est là où rentrent en ligne de compte les compétences. Et c'est un élément central. Je vais essayer de vous en apporter quelques éléments durant cette petite intervention. Mais c'est un élément central parce que, et c'est ce que vous avez tout en bas de la flèche en direction de demain, mais le demain, il est tout proche, hein, parce qu'horizon 2020, on y est. Et cet horizon-là, on le sait, et on le sait depuis déjà quelques années quand même, on va avoir une polarisation de l'emploi avec un déficit de près de 2 millions de personnes, alors c'est pas sur la Vienne, hein, je vous rassure, hein, c'est au niveau national, de 2 millions de personnes très qualifiées, c'est-à-dire qu'on continue quand même à avoir des métiers très qualifiés pour lesquels on va manquer de bras, très clairement. Et de l'autre côté, on va avoir un excédent de 2 millions de personnes qui vont être non qualifiées ou en tout cas moins qualifiées pour des emplois qui, petit à petit, parce que externalisation, parce que disparition du métier, parce que pour différents motifs, ne vont pas trouver aussi chaussures à leurs pieds. Donc on est obligé de travailler sur les compétences et je vais vous donner juste également 2 regards autour du côté de l'entreprise et puis après également du côté plutôt des demandeurs d'emploi. 50% des emplois seront transformés dans les 10 ans à venir. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la plupart des cabinets de consultants qui bossent sur ce sujet. Mais on sait que là, pour le coup, à horizon 2030, 50% des métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils n'existeront plus dans la forme qu'on les connaît aujourd'hui. Et au-delà de ça, on a 10 à 20% des emplois de demain, dans 10 ans, qui vont être créés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne les connaît pas. Et ça, c'est quand même un vrai sujet, parce que là aussi, l'échelle temps, alors on se dit 10 ans, ouais, 2030, mais ça passe quand même très vite tout ça. Quand derrière on appelle de la formation, quand derrière on appelle parfois des cycles un peu longs, ça peut être très rapide. Et puis à l'opposé, on va avoir 10 à 20% des métiers qu'on connaît aujourd'hui qui ne vont plus exister. Et ça, on est sur un trend qu'on connaît déjà depuis un certain nombre d'années. Hein. J'étais remonté tout à l'heure jusqu'à 74, mais on peut remonter au-delà. On a des métiers qui, de par les évolutions, de par les réglementations, de par les impératifs qu'on peut avoir sur les aspects numériques, sur les aspects écologiques, etc., sont des métiers qui demain sont amenés à disparaître ou en tout cas à fortement décroître. Côté demandeur d'emploi, juste 2 chiffres pour brosser un peu le portrait. Là aussi, ce sont des chiffres qui sont nationaux. Taux de chômage des personnes qualifiées, 8%. Taux de chômage des personnes non qualifiées, 18%. Ça, normalement, ça n'appelle pas de commentaires. Le seul écart de 10 points doit suffire pour éclairer un peu le débat. Alors, si on parle compétences, de quoi parle-t-on? Alors, quand on parle de compétences, on parle d'au moins 3 choses et c'est toujours compliqué. Alors, si vous feuilletez des bouquins sur le sujet, vous trouverez tout un tas de définitions et sur le sujet de la compétence. Mais globalement, la compétence, elle est composée de trois grandes choses. Les qualités professionnelles en tant que telles, les savoirs d'une personne et les savoir-être. Et si on peut donner une définition de la compétence, c'est quelque part la capacité à exercer des activités dans une situation donnée, et c'est
cette définition-là que je vous propose de retenir pour la suite de nos propos, parce que c'est sur celle-là qu'on va travailler. Et une fois qu'on a identifié cette définition-là, juste quelques petits chiffres de plus, qui sont là aussi assez éloquents et qui vont nous permettre après de parler un peu plus en détail de comment on peut avancer sur le sujet. Le diplôme, aujourd'hui, dans les recrutements, et ça c'est une étude qui est tout à fait récente, hein, puisqu'elle date de fin 2018, là aussi au niveau national, le diplôme joue un rôle déterminant dans 16% des cas lors d'un recrutement. Je précise dessus qu'on a quand même un certain nombre de professions qui sont réglementées et pour lesquelles le diplôme, il doit être là. C'est-à-dire que si demain vous recherchez une infirmière de bloc, il vaut mieux qu'elle ait le diplôme d'infirmière. Voilà. Sinon, ça devient plus dangereux. Mais voilà. Donc, je vous laisse imaginer, si on enlève cette part-là, quelle est la part aujourd'hui qui est réservée comme critère déterminant dans le diplôme en tant que tel. Deuxième élément, c'est que, donc on le disait, hein, on a trois types de savoirs, entre guillemets, qui composent nos compétences. 6 entreprises sur 10 disent valoriser en priorité les compétences comportementales par rapport aux compétences techniques. Alors dans le jargon populaire, ça va être le recruteur qui va dire « moi je préfère quelqu'un qui a envie de bosser et puis derrière je vais le former ». Mais globalement, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on se rend compte que sur tout ce qui tourne autour de l'image de la personne, on est sur un des éléments centraux, en tout cas, du recrutement pour les entreprises et des attentes des entreprises. On est, je le disais tout à l'heure aussi, sur un marché du travail qui devient différent. Quand on est en plus sur des départements où on a des taux de chômage qui sont... alors je dis relativement faible, vous m'en excuserez, hein, on a toujours cette dichotomie à parler de cette notion de chômage, soit de manière macroéconomique, et on se dit qu'avec un taux de chômage sur la Vienne de 7%, on a un taux qui est quand même relativement peu élevé par rapport au niveau national. Et puis après, on peut regarder le chômage aussi de manière microéconomique, individuelle. Et là, on se dit, oui, mais bon, ok, le taux de chômage, il est peut-être faible, mais on a quand même un certain nombre de personnes aujourd'hui qui sont encore concernées par le chômage. Mais quand on est à 7%, ou quand on est sur des territoires pas très loin de chez nous, je pense notamment au nord de Sèvres, où on est à moins de 6,3% de taux de chômage, on est à un niveau où les économistes appellent ça le chômage frictionnel. On a quand même effectivement des tensions sur le marché du travail pour arriver à trouver des recrutements. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, là aussi, on a des habitudes de recrutement côté entreprise qui évoluent et qui se centrent maintenant plutôt sur les compétences que sur des parcours professionnels ou sur des expériences dans le métier précisément. Et puis les derniers éléments que je veux partager avec vous, c'est on a questionné les entreprises sur comment ils voyaient l'évolution des compétences pour leur propre entreprise et pour leurs propres salariés en tant que tels dans les années à venir. Quelques résultats, mais on aurait pu en citer bien d'autres. 40% estiment que leurs salariés devront développer leurs compétences dans le domaine des technologies numériques. Pas très surprenant, c'est que c'est quelque chose qui est relativement patent depuis un certain nombre d'années. 40% pensent qu'ils devront développer leurs compétences dans la gestion de projet et l'organisation des tâches. Déjà un peu plus surprenant. 45% dans la maîtrise des normes et des procédures et 35% dans le domaine du développement durable. Et là, on rejoint les notions liées à tout ce qui est écologie en tant que telle. Alors, quelle réponse, une fois que j'ai dressé ce portrait, entre guillemets, un peu autour du marché du travail, autour de la compétence, quelle réponse on peut apporter ? La réponse première, ou la réponse en tout cas essentielle, elle tient aujourd'hui dans un plan qui répond aux 12 acronymes de PIC qui, en déplié, nous donne le plan d'investissement dans les compétences,
qui est une ambition gouvernementale sur 5 ans, qui est une ambition extrêmement forte, déjà par les moyens qui y sont injectés, mais par les objectifs, puisque l'idée, c'est entre 2018 et 2022, arriver à former 1 million de personnes, de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés. Alors quand je dis peu ou pas qualifiés, retenez globalement des demandeurs d'emploi ayant un niveau inférieur au bac. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous savez qu'on fait toujours les choses un peu compliquées. Donc derrière, on a des notions de bac obsolète, on a des notions d'adaptation au marché du travail qui viennent un peu interférer là-dessus. Le second objectif qu'on va laisser un peu de côté aujourd'hui, c'est qu'un million de jeunes éloignés du marché du travail doivent pouvoir également bénéficier d'une formation. Donc c'est 2 millions de personnes en 5 ans. C'est colossal, c'est colossal. En tout cas, c'est du jamais vu depuis que la formation, j'allais dire, est née en tant que telle, en termes de formation continue. L'idée derrière, c'est de pouvoir répondre aux besoins des métiers en tension dans une économie en croissance, je ne reviens pas dessus, et puis de contribuer effectivement à la transformation des compétences, notamment dans 2 domaines liés à l'écologie et liés au numérique. Alors concrètement, ça se traduit par quoi et par quelle offre de services que vous pouvez solliciter auprès de Pôle emploi. J'allais dire, c'est une offre de service qui est un peu en forme de puzzle pour essayer de répondre aux différentes attentes et aux différents points auxquels se trouvent les personnes de manière individuelle. Premier point sur lequel vous pouvez venir nous retrouver, c'est la possibilité de vous accompagner dans la définition et la consolidation de votre projet professionnel au regard du marché du travail. On l'a vu, le marché du travail évolue. Avant cette conférence, je discutais en aparté avec une personne qui m'exposait sa situation, qui, pour des raisons X ou Y, a dû faire des choix professionnels et des choix de mobilité pour venir sur Poitiers. Aujourd'hui, on peut vous accompagner pour essayer de mettre en phase votre projet professionnel et le marché du travail. Parce que c'est la condition première. Si vous persévérez sur un projet professionnel où vous n'avez pas de débouché dans votre aire de mobilité géographique, il faut qu'on puisse à un moment donné vous dire c'est sûrement très intéressant, mais il faut que vous puissiez creuser ailleurs. Et une fois qu'on vous a donné cette orientation-là, il faut qu'on soit en capacité de vous accompagner sur le ailleurs et que vous puissiez travailler en tant que tel sur j'ai des compétences que j'ai acquises, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient dans le domaine privé, on a tous des compétences, et ça c'est quand même rassurant. On a tous des compétences, et ces compétences-là, il faut qu'on arrive à les coucher quelque part sur un livre et se dire, au regard de l'ensemble de ces compétences, voilà où je peux me réorienter, voilà vers où je peux aller dans ma recherche de travail. Et ça rejoint le deuxième item que vous retrouvez sur la diapo, qui est l'opportunité d'élargir votre périmètre de recherche. Je le disais tout à l'heure, on a plus d'une personne sur 2 qui retrouve un travail dans un métier différent de celui dans lequel elle était venue s'inscrire. Parfois par choix, parfois par obligation, mais quoi qu'il en soit, c'est un fait en tant que tel. Donc l'idée, c'est de se dire, on a un cadre de référence qu'on connaît, et puis tout être humain est fait à peu près de la même manière. On est quand même plutôt dans une zone de confort quand on connaît notre cadre de référence dans lequel on évolue. L'idée, c'est de se dire, sortons un peu les sentiers battus et voyons vers quoi on peut aller d'autre. Alors, on a différents outils là-dessus. On a la célèbre, maintenant, méthode de recrutement par simulation. Alors, je dis célèbre parce que déjà, on en a, entre guillemets, la paternité sur le Poitou, puisqu'elle est née ici, mais qui permet, quoi qu'il en soit, de pouvoir avoir des parcours de vie professionnels qui sont assez surprenants. Je cite assez fréquemment le cas d'une personne qui avait bossé pendant plus de 20 ans de sa vie comme pizzaiolo et qui aujourd'hui se retrouve dans une fabrique, dans une menuiserie, une grosse menuiserie des Deux-Sèvres par exemple.
bah, ce garçon-là, quand on discute avec lui, il vous dit bien évidemment, jamais, jamais de ma vie, après 20 ans de cuisine ou de pizzaiolo, j'aurais imaginé construire des aménagements pour des cabines à bateau. Ouais, bah forcément. Et pour autant, dans son métier de pizzaiolo, il avait développé un certain nombre de compétences, un certain nombre d'appétences qui font qu'il y a eu des compétences qui étaient transférables dans ce nouveau métier-là, avec de l'adaptation bien entendu, parce que c'est pas tout à fait le même produit au final, mais avec des possibilités tout à fait évidentes. Le troisième élément, qui est un peu l'élément central hein, du plan d'investissement dans les compétences, c'est un dispositif de formation individuelle et collective sans précédent. Alors, quand je dis sans précédent, c'est pas, c'est pas un guichet ouvert entre guillemets. On a des moyens qui sont aujourd'hui mis à disposition qui sont assez importants. On a le conseil régional qui est le dépositaire de la compétence formation, bien entendu, qui a une offre de formation collective qui est relativement importante et qui va le rester sur les années à venir, au moins jusqu'à 2022. Et puis, quand cette réponse formation collective ne répond pas complètement aux besoins de la personne, on a, au niveau de Pôle emploi, un certain nombre de dispositifs qui permettent de monter des formations individuelles. Des formations individuelles, alors qui sont soit des formations individuelles pour apporter la touche supplémentaire qui va bien pour faire en sorte que une personne qui, à un moment donné, ne va pas forcément être employable en l'état, va pouvoir l'être. Euh, Quel exemple je peux vous prendre? Notamment celui de tout ce qui tourne autour des certifications nécessaires pour exercer un métier, par exemple. Ça, c'est des choses on peut travailler avec vous. On peut travailler des projets relativement longs aujourd'hui de manière individuelle, si tant est qu'à un moment donné, ils soient dans le cadre du conseil en évolution professionnelle validés au regard de votre parcours et au regard, je le redis, du marché du travail, parce que l'idée quand même de ce plan d'investissement dans les compétences, vous l'avez bien compris, c'est que on arrive à faire diminuer encore un peu plus, bien entendu, le chômage. On peut vous apporter également une valorisation sur vos soft skills, parce que ça fait sérieux de parler de soft skills, mais je disais tout à l'heure, hein, l'employeur aujourd'hui, dans 6 cas sur 10, il est sensible aux compétences comportementales. Et bizarrement, ou pas bizarrement, c'est sûrement la nature humaine qui fait que autant c'est aisé de pouvoir mettre en avant des compétences techniques, des compétences que vous avez pu acquérir durant votre parcours professionnel ou durant votre parcours de vie, autant c'est compliqué quelque part de parler de soi et de parler un peu de ces compétences comportementales. On a un outil qui s'appelle Valoriser son image professionnelle, qui est super bien fait. Je vous donnerai quelques résultats derrière. Et puis, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, je vous inviterai à prendre contact après avec nos collègues qui sont sur le stand Pôle emploi au premier étage. Mais l'idée, là, c'est de se dire, je vais me retrouver devant un employeur et globalement, je sais qu'il va être vachement attentif à mes compétences gouvernementales, pas du tout, comportementales, pardon. Et pour autant, soit j'ai jamais pris le temps forcément d'y réfléchir, soit par pudeur, par ce que vous voulez. C'est compliqué. C'est compliqué de parler de ça. Donc l'idée, c'est de le préparer, tout ça, et de vous préparer pour que vous soyez dans la meilleure des postures quand vous allez être face à face avec un recruteur ou un chef d'entreprise. Et puis, on n'oublie pas le volet entreprise, effectivement, parce que ce mariage, il ne peut fonctionner que si d'un côté, on a des personnes qui recherchent de l'emploi et de l'autre côté, des entreprises qui recrutent. On a tout un arsenal qui permet d'adapter les compétences également, et que ce soit parce que vous avez rencontré une entreprise par l'intermédiaire de Pôle emploi, ou que ce soit dans vos propres démarches lorsque vous rencontrez une entreprise. N'hésitez pas à leur dire, vous savez, je suis inscrit ou inscrite comme demandeur d'emploi. On peut travailler sur mon projet professionnel. Si mon profil vous intéresse, on est en capacité de vous accompagner pour vous apporter les compétences manquantes et faire de l'adaptation au poste de travail. Ça, on sait plutôt bien faire. Là aussi, on a quelques beaux exemples et quelques belles réussites sur le sujet. Donc n'hésitez pas là aussi à
à être vous-même promoteur de ces dispositifs-là. Et de manière générale, prenez contact avec votre conseiller pour l'emploi s'il y a un de ces champs sur lesquels vous souhaitez travailler. Aujourd'hui, vraiment, l'arsenal, il est complet. Il est sur de la formation, parce qu'à un moment donné, ça reste quand même un élément central, mais il est sur tout l'amont aussi, avec la définition du projet professionnel, avec la possibilité aussi de se confronter quelque part au marché du travail et puis de se dire, bah ouais, tiens, je m'imaginerais bien dans tel ou tel métier, mais entre s'imaginer et y être, il y a parfois des différences. Je pense à une jeune fille que j'ai rencontrée il y a peu de temps qui se disait, tiens, je travaillerais bien avec les enfants parce que j'aime bien les enfants. Euh, Elle s'est inscrite sur une prestation qui répond au nom de prépa compétences. Donc ça vous donne de suite l'objectif de ce sujet-là. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir se tester, entre guillemets, sur un certain nombre de métiers en tant que tel. Une fois que c'est testé, elle s'est dit, peut-être c'est pas forcément ce que je vais faire. Voilà. Donc ça vaut le coup aussi de se confronter à la réalité en tant que tel et de pouvoir vraiment sécuriser, consolider votre parcours en tant que tel, parce qu'il faut que on n'est pas sur une logique de je vais faire une formation. Et vous le savez bien, on est sur une logique de parcours où il faut d'abord sécuriser cette phase-là, en amont de la formation et puis après le travail auprès des entreprises avec tout ce qui est son image personnelle et professionnelle. Voilà. Juste pour ne pas prendre non plus trop de temps, parce que sinon mes copines de jeu ne vont pas être contentes, juste quelques premiers résultats pour finir d'essayer de vous convaincre en tout cas. 2 personnes sur 3, c'est le taux d'accès à l'emploi 6 mois après la fin d'une formation. 2 personnes sur 3. 6 mois après, c'est plutôt pas mal. Et puis quelques chiffres que vous pourrez découvrir sur les supports, mais quand je vous disais un effort important en termes de formation depuis le début de l'année, et c'est des chiffres qui sont arrêtés à fin mai, là pour le coup, c'est plus de 18 000 bénéficiaires sur la région Nouvelle-Aquitaine d'une action de formation, qu'elle soit collective par l'intermédiaire de la région ou qu'elle soit individuelle par Pôle emploi. Je vous parlais de la prestation, de la valorisation de votre image professionnelle. Là aussi, ce sont plus de 2000 personnes qui ont pu travailler là-dessus et 3000 personnes qui ont pu travailler sur la sécurisation de leur projet professionnel en amont. Et je m'arrête là. Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, Soisic Guyon, je suis responsable de la validation des acquis de l'expérience à l'Université de Poitiers. C'était normalement la directrice du service de formation continue qui s'appelle UP Pro qui devait venir vous présenter notre service et l'offre de formation de l'Université de Poitiers sur son volet formation continue. Donc notre directrice Sylvie Quintard, et malheureusement elle est indisponible, donc je la remplace au pied levé. Alors, donc peut-être quelques mots sur l'Université de Poitiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'université, on a la chance à Poitiers d'avoir une université pluridisciplinaire qui est composée de plusieurs écoles, facultés, instituts pour une offre de formation qui approche les 300 formations proposées. Donc dans des domaines aussi divers que les sciences fondamentales, sciences de la vie, sciences de la terre, les sciences de l'ingénieur, tout le domaine informatique, technique, les métiers de l'environnement. On va avoir aussi tous les métiers de l'administration. Pour ça, on a des instituts, l'Institut d'administration des entreprises qui a un stand ici. On a aussi des instituts qui gèrent des métiers en forte tension sur le territoire, comme les métiers des assurances, le domaine assurantiel. On va avoir également des instituts comme les IUT qui forment à des domaines très techniques, donc des Bac+2, des Bac+3, très professionnalisants, souvent en alternance. Donc ils proposent des contrats de professionnalisation, des contrats d'apprentissage avec des alternances 15 jours, 15 jours, 15 jours à l'université, 15 jours en entreprise, donc dans des domaines très variés, souvent techniques, aussi bien du domaine des ressources humaines, de l'administration des entreprises, que de la gestion mécanique, des génies mécaniques et industriels.
Tout ça pour vous dire que l'université, c'est 14 écoles, facultés, instituts qui vous proposent une offre de formation très diversifiée et surtout qui a à cœur de développer ces formations sur les territoires, au plus proche des besoins des entreprises. On a parfois encore l'image d'une université un peu en dehors du contexte économique et pourtant la réalité est bien loin de ça, puisque pour vous donner des exemples, on va proposer des licences professionnelles, donc des bac plus 3 et également des masters, des bac plus 5, par exemple à Segonzac, donc près de Cognac, sur des formations qui s'appellent droit des vins et spiritueux, par exemple. Donc on a à cœur de vous proposer des formations là où les entreprises ont des besoins en compétences et des formations qui vont être accessibles en alternance, aussi bien aux étudiants qu'aux personnes en formation, donc aujourd'hui on dit en formation tout au long de la vie, en formation continue, qui ont déjà une expérience passée dans le domaine ou en dehors du domaine et qui pourraient avoir un projet de reconversion, de professionnalisation. L'idée de l'université, c'est non seulement de proposer des formations diplômantes où vous allez accéder à un niveau d'études, mais également de vous proposer des formations de spécialité qu'on appelle formations modulaires ou courtes, qui vont pouvoir vous proposer de vous spécialiser sur un domaine de compétences sans pour autant suivre l'année d'études complète. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez avoir des formations hybrides qui alternent de l'entreprise, de la formation, qui répondent à un besoin du marché du travail, avec un taux de retour à l'emploi suite aux formations qui est en moyenne de plus de 80% pour toutes les formations de l'Université de Poitiers. Et puis enfin, la possibilité au cas par cas, avec un accompagnement proposé justement par le service que je représente aujourd'hui, UP et Pro, qui signifie Université de Poitiers et Professionnelle, et qui a vocation à étudier votre parcours, ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire, et de voir ensemble comment est-ce qu'on peut vous aménager un parcours sur mesure. Par exemple, vous arrivez en disant, voilà, j'ai un bac et j'ai travaillé pendant 20 ans à la Poste. J'ai eu la question ce matin. Et j'ai eu un exemple comme ça d'une personne qui avait un bac, qui avait travaillé pendant 20 ans à la Poste et qui avait travaillé sur quelques missions en lien avec le responsable qualité et s'était fortement intéressée à ce domaine-là, la qualité. Elle est venue, elle a rencontré d'abord le service d'orientation de l'Université de Poitiers qui s'appelle le Saphir. Et ensuite, le Saphir l'a aidé à identifier un diplôme qui l'intéressait fortement, qui était une licence professionnelle, donc un bac plus 3, animateur qualité. Ensuite, elle est venue vers nous, UP Pro, et avec elle, on a étudié son parcours, ses compétences, et toutes les missions qu'elle avait pu mener ponctuellement avec le responsable qualité étaient très intéressantes. Et donc, on lui a proposé de l'accompagner à réaliser un petit dossier d'une 15aine de pages où elle a valorisé ces missions qu'elle avait réalisées, et elle a candidaté sur la formation, et donc elle a été dispensée du niveau Bac plus 2 normalement requis pour intégrer directement la licence. Donc ça, c'est un bel exemple d'une personne qui a repris ses études sur l'année complète et en un an, elle a validé un bac plus 3 et a pu ensuite exercer en tant qu'animateur qualité dans les métiers de l'industrie. Donc tout ça pour vous dire que pour tout ce qui est validation d'acquis, il n'y a pas de niveau prérequis, que vous ayez un bac ou que vous ne l'ayez pas. Votre expérience peut vous permettre d'accéder à des niveaux d'études bien supérieurs parfois à celui que vous envisagez immédiatement. Moi, je suis responsable de la validation des acquis d'expérience et j'entends souvent des gens me dire je vise un bac plus 2 parce que j'ai qu'un bac. Ben non, en fonction de votre niveau de responsabilité, des compétences que vous avez développées, des projets qu'on vous a confiés, peut-être que vous n'avez, entre guillemets, qu'un bac, mais vous pouvez peut-être prétendre directement à une licence professionnelle, voire même, dans certains cas, il y a des personnes à qui on conseille directement de solliciter un master, un bac plus 5. Parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui ont gravi les échelons, qui sont devenues responsables d'entreprise et me disent « je vais valider une licence professionnelle commerce et distribution parce que j'ai pas de niveau d'études ». Donc,
au moins déjà ça sera un premier niveau. Je leur dis oui, pourquoi pas, on peut assurer ce premier niveau, mais si aujourd'hui vous êtes directeur d'agence, que vous avez des responsabilités, le recrutement, vous gérez l'agence, peut-être qu'on peut voir ce que propose un master administration des entreprises, les compétences qui vont être attendues et comment vous pourriez, pourquoi pas, valider ce diplôme directement. Donc de passer d'un niveau sans diplôme à un niveau Bac+5. Je ne dis pas que c'est tous les jours, mais ça arrive également. Voilà, je vous propose qu'on passe à la slide suivante. Donc là, ça reprend ce que je viens de vous expliquer, à savoir quand on a un projet, pourquoi pas un projet de validation d'un diplôme, de reprise d'études, je veux me former, sachez que voilà, ne vous dites pas « oh là là, c'est reparti pour 3 ans, 4 ans, 5 ans ». Il y a des dispositifs qui peuvent vous permettre de réduire le parcours de formation, de l'individualiser. Et qui peuvent aussi, où on va également, pourquoi pas, vous proposer, plutôt que de quitter votre entreprise et, pour vous reconvertir et de repartir sur une formation, on peut vous aider à chercher un contrat de professionnalisation ou voir avec votre entreprise si elle pourrait être intéressée par votre projet et si on peut avoir des dispositifs qui vont pouvoir prendre en charge votre formation et maintenir un niveau de vie le temps de votre formation. C'est-à-dire que les questions dont on se soucie particulièrement, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir un niveau minimum de revenus pour suivre une formation. Et donc là, forcément, l'alternance est un outil précieux puisque ça va vous permettre non seulement d'avoir une prise en charge du coût de la formation, mais ça va vous permettre, vu que vous travaillez, d'avoir un contrat de travail et d'avoir un salaire tout au long de votre formation. De plus, forcément, le fait de se former dans un nouveau domaine, il faut savoir que dans la plupart de nos formations professionnelles, 50% des enseignements sont assurés par des professionnels. C'est-à-dire que les enseignants qui interviennent ont un réseau de professionnels qui viennent intervenir à hauteur de 15 heures, 20 heures sur des thématiques pour vous former. Et donc, on a vraiment à cœur de vous proposer des formations qui répondent à un besoin sur le marché et qui est enseigné par des professionnels. Voilà. Donc ces dispositifs dont je vous parlais, je vous ai dit quelques mots de la VAE. Donc la VAE, parfois les gens me disent je ne peux pas faire une VAE, je n'ai pas de bac. Sachez qu'il n'y a pas de niveau minimum requis pour faire une VAE. C'est-à-dire que je peux avoir aucun diplôme et pour autant faire une VAE pour valider mes acquis de l'expérience. Alors, la validation des acquis de l'expérience, c'est valider vos compétences acquises par le passé en lien avec le diplôme. Donc là, le travail primordial à faire, c'est en amont de rencontrer un conseiller qui va vous aider à identifier le niveau d'études et le domaine de compétences particulièrement en lien avec ce que vous savez faire pour valider tout ou partie d'un diplôme. Alors là, en l'occurrence, de l'Université de Poitiers, parce que je vous présente la VAE à l'Université de Poitiers, mais le principe est le même, quel que soit le certificateur. Le rôle du PPRO dans la VAE, c'est de s'assurer que le diplôme que vous demandez est bien en adéquation avec vos compétences, c'est ce qu'on appelle la recevabilité, et ensuite de vous accompagner. Souvent, les accompagnements se font en parallèle de votre activité professionnelle et donc de vous accompagner à réaliser un dossier qui va amener la preuve de votre savoir-faire en lien avec les attendus du diplôme. Sachez aujourd'hui que 60% des personnes qui réalisent une VAE obtiennent le diplôme, quel que soit le niveau, DUT, licence, master, même doctorat, on fait même des VAE sur le doctorat. 60% obtiennent directement du premier coup le diplôme, comme s'ils avaient suivi la formation sans avoir mis un seul pied à l'université pour suivre des cours. Ça, c'est le principe de la VAE. La VAP, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure sur la personne à la poste qui a fait une reconversion. On va s'appuyer sur son expérience pour lui dispenser le niveau requis et pouvoir intégrer une année d'études diplômante si possible et réduire le parcours pour que vous puissiez acquérir des compétences complémentaires pour accompagner votre reconversion sur le marché de l'emploi. Il y a également la reprise d'études, vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui à l'Université de Poitiers, cette année, pour l'année scolaire 2018-2019, nous avions 180 demandeurs d'emploi qui ont repris leurs études à l'Université de Poitiers.
Et puis l'offre de formation en alternance, toujours plus importante. Chaque année, on ouvre de nouvelles formations à l'alternance. Aujourd'hui, il y a 60 formations à l'Université de Poitiers qui sont proposées en alternance et plus de 50 qui sont proposées au contrat d'apprentissage. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du PEPRO pour connaître les avantages de ces dispositifs d'alternance. Et enfin, je vous le disais, l'idée, l'université se modernise et sait que les professionnels ne sont pas toujours disponibles 6 mois, 8 mois pour suivre une formation diplômante et que vous n'avez pas forcément envie ou besoin d'avoir un niveau de diplôme supplémentaire. Ce n'est pas forcément un niveau que vous venez chercher, vous pouvez venir chercher des compétences spécifiques parce que l'université, c'est aussi des laboratoires de recherche qui travaillent sur des thèmes très spécifiques, parfois des thèmes de niche, qui vont permettre à votre entreprise ou qui vont vous permettre, vous, de vous développer sur des compétences très spécifiques qui ne sont pas développées ailleurs. Et donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous solliciter, UPPro. On va se mettre en relation avec les enseignants-chercheurs, les laboratoires de recherche pour vous créer des formations courtes sur mesure qui peuvent répondre à un besoin très spécifique. Ça peut être des formations sur le médiéval, sur une thématique très spécifique, des formations sur des bancs d'essai dans les métiers de l'industrie, ou alors vous avez besoin de développer une compétence spécifique en gestion ou en management. On peut très bien imaginer vous créer un module spécifique avec l'IAE ou un autre institut. Donc voilà, la formation modulaire, c'est la possibilité de vous intégrer uniquement sur une ou plusieurs unités de formation d'une formation, donc avec la promotion d'étudiants en cours de formation, et alors que la formation courte, c'est vraiment du sur-mesure pour vous ou plusieurs salariés de votre entreprise ou de votre structure pour répondre à des besoins. Voilà, et enfin je conclus sur les services proposés par UPPro sur le Career Center. Donc l'Université de Poitiers s'est dotée d'un Career Center, donc c'est un site sur lequel on référence des offres d'emploi, des offres de stage et qui vous permettent justement de trouver des entreprises qui émettent leurs besoins pour recruter des alternants ou tout simplement pour recruter des personnes diplômées de l'Université de Poitiers. Voilà. Actuellement, il y a plus de 1000 entreprises qui ont diffusé des offres sur ce Career Center-là, qui est accessible à toute personne inscrite à l'Université de Poitiers. Et plusieurs adresses fonctionnelles. REVE, ça veut dire reprise d'études, validation des acquis d'expérience. Alternance, c'est pour les projets plus en lien avec l'alternance. Et puis, si vous ne savez pas vraiment à quel domaine et rattachez votre demande, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse générique uppro@univ-poitiers.fr et vous avez également le numéro de téléphone du standard qui a un accueil mutualisé entre le Saphir et UPPro. Donc que votre projet soit plutôt déjà de définir ce projet, d'en préciser les contours pour contacter le Saphir, c'est exactement le même numéro que ce soit le Saphir ou UPPro pour la concrétisation de votre projet sur tous les aspects, inscription, financement, mise en œuvre du projet. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. En fait, j'ai une question par rapport à l'apprentissage. Moi, j'ai effectué mon apprentissage lors de mon cursus normal, lors de mes études. Mais l'apprentissage, est-ce que c'est pas bloqué par l'âge ? Alors, l'apprentissage, il y a une réforme de la formation continue qui est en cours. Aujourd'hui, les contrats d'apprentissage, c'est jusqu'à 30 ans. Donc, l'âge maximal a été élevé. Et surtout, au-delà des contrats d'apprentissage, vous pouvez mettre en œuvre un contrat de professionnalisation dont les modalités sont très proches du contrat d'apprentissage. Et là, il n'y a aucune limite d'âge. Donc si pour certains critères, vous ne relevez pas du contrat d'apprentissage, aucun problème, vous pouvez être en contrat de professionnalisation et on est exactement sur les mêmes modalités que l'apprentissage. Je rajouterai juste peut-être que sur tout ce qui est formation courte, modulaire et VAE, VAB, vous pouvez nous solliciter tout au long de l'année. En revanche, pour ce qui relève d'une reprise d'études sur une année entre guillemets classique universitaire, on est encore contraint par le calendrier universitaire, donc toutes les rentrées se font en septembre, ce qui veut dire que si vous avez un projet d'entrée en formation en septembre, il faut vous y prendre bien en amont,
Et donc ne pas hésiter à nous solliciter dès décembre-janvier, puisque le calendrier universitaire est de plus en plus avancé et comme il y a beaucoup de demandes pour intégrer les formations, les sélections se réalisent en avril. Ça veut dire que vous devez vous préinscrire entre février et mars pour que les sélections se déroulent en avril et la rentrée est dès le 2 septembre. Voilà. Donc ayez bien ça en tête. Notre contrainte aujourd'hui à l'université, c'est ce fameux calendrier pour ces projets qui sont de reprendre une année d'études pour accéder à une formation diplômante. Après, on l'a vu, il y a plein d'autres dispositifs que vous pouvez mobiliser tout au long de l'année, mais sur ce dispositif-là, il faut avoir cette contrainte-là en tête. Voilà. Une question peut-être sur le financement de ces formations à l'université que je pourrais me poser moi, par exemple. Oui. Donc, sur les financements, alors il y a plusieurs sources en fonction du statut de la personne. Là aussi, depuis la réforme de la formation continue, sachez qu'en travaillant, vous cotisez chaque année au dispositif qui s'appelle le compte personnel de formation. Et donc, avant, vous cumuliez des heures. Dorénavant, c'est de l'argent. Et donc, toutes les formations de l'Université de Poitiers, du DUT jusqu'au doctorat, sont reconnues de droit au répertoire national de la certification professionnelle. Donc, vous pouvez mobiliser ce compte personnel de formation sur nos formations. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, on dispose de codes CPF qui vous permettent donc de mobiliser ce CPF, ce compte personnel de formation. Si vous êtes en reconversion, il existe le CPF de transition. Donc là, il faut solliciter le FONGECIF. Si vous êtes demandeur d'emploi, eh bien là, il s'agit effectivement de travailler votre projet avec votre conseiller Pôle emploi et puis de voir dans quelle mesure vous pouvez reprendre un cursus à l'université et si effectivement ça répond bien au projet et aux besoins du marché de l'emploi. Alors, je m'appelle Bénédicte Del Risco, je suis juriste de formation, donc un pur produit de l'université. Je travaille depuis ma sortie de l'université, ça fait donc déjà quelques années, dans le domaine de la formation juridique. Nous avons commencé avec mon associée Géraldine Mariotte, qui est au premier étage, en préparant des étudiants au grand concours juridique, magistrature, barreau, notariat. Et nous avions fait le choix, dès le début, d'offrir à ces étudiants la possibilité d'être en contact avec des professionnels. Alors, je pense que l'université a évolué. De mon temps, c'est horrible, mais c'est la réalité. De mon temps, c'était très théorique, l'université, et nous étions très peu en contact avec des professionnels. Or, nous avions à cœur, nous, de les mettre en contact avec des avocats, des notaires, des magistrats, pour qu'ils aient des cours complémentaires et peut-être plus basés sur la pratique qu'à la fac. Et c'est en travaillant pendant toutes ces années avec nos étudiants et avec ces intervenants qu'a émergé à un moment l'idée qu'il fallait que l'on mette en place une formation destinée à des futures assistantes juridiques. C'est très précis. C'est un métier très précis. On est vraiment dans une niche. Je crois que vous évoquiez tout à l'heure les niches. Et là, pour le coup, on est vraiment dans une niche. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous raconter ça rapidement, hein, et après on attaquera le cœur du sujet. Mais je crois qu'on est déjà au cœur du sujet. Ce qui s'est passé, c'est que, en côtoyant notamment des avocats, énormément, pour nos classes préparatoires, est ressorti le constat qu'ils avaient beaucoup de mal à recruter. Ça aussi, c'est quelque chose dont vous parliez tout à l'heure. Parfois, certains secteurs ont du mal à recruter. En fait, ils se trouvaient confrontés à une réalité qui était d'avoir des personnes qui postulaient en sortant de l'université, mais qui, pour le coup, avaient des connaissances juridiques, mais pas de compétences juridiques, qui n'avaient pas de compétences en bureautique, pas de compétences techniques en secrétariat, n'avaient jamais rédigé un acte juridique. J'ai un master 2 et différents certificats, je n'ai jamais rédigé un acte juridique. Ou alors, des jeunes femmes, alors je vais beaucoup parler des femmes, puisque c'est un métier essentiellement féminin, et que je suis avec des femmes
tout le temps. Donc c'est vraiment une problématique que je connais bien, et je ne vais pas exclure les hommes, hein, ça n'est pas mon propos, mais c'est vrai que plus m'adresser aux femmes. Et donc des jeunes femmes qui avaient des BTS, par exemple, de secrétariat de direction, qui donc avaient des compétences tout à fait réelles dans le domaine de la bureautique, du secrétariat, mais n'avaient pas de compétences, là encore, juridiques. Or, ce sont des métiers du juridique, qui sont des métiers quand même très techniques, très précis, qui font appel à des connaissances et à des compétences extrêmement particulières. Bon, on nous avait fait ce constat. Qu'est-ce qu'on allait en faire de ce constat ? Et bien, du coup, ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé à ces avocats avec qui nous travaillons, à leurs assistantes, de nous établir ce qui maintenant dans le référentiel de l'ingénierie dans le jargon de l'ingénierie de la formation s'appelle un référentiel de certification, mais à l'époque on ne le savait pas, c'est-à-dire de définir tout simplement les tâches, les compétences, alors les tâches qui étaient celles de l'assistante juridique, et puis les compétences qu'ils s'attendaient à trouver chez leurs assistantes juridiques. Et à partir de là, on leur a demandé de monter un programme de formation. Et puis on a fait pareil avec les notaires, on a fait pareil avec les huissiers. Et puis après, on a fait pareil avec les services juridiques des cabinets d'expertise comptable, etc., etc., parce que c'est déclinable, bien évidemment, dans tous les secteurs juridiques. Et on s'est lancé. Voilà. On a créé donc cette formation, qui est une formation d'assistant, puisque nous avons quand même quelques hommes juridiques. Nous l'avons fait enregistrer au RNCP, donc elle est enregistrée RNCP, donc éligible à tous les types de financement au niveau 2, niveau 3, excusez-moi, qui donc équivaut à un bac plus 2. Et puis après, on a décliné des formations catalogues, des formations plus courtes, dans différents domaines juridiques, toujours, puisqu'on reste dans notre cœur de compétences, qui s'adresse la plus à des personnes qui sont en poste et qui ont besoin de se former ou de réactualiser des compétences juridiques sur des périodes courtes. Cette formation d'assistante juridique dure 9 mois, le temps d'une grossesse. Hasard, je ne sais pas. Elle comprend 2 mois de stage et nous plaçons nos stagiaires. Ce n'est pas à nos stagiaires de trouver leur stage parce que ce sont des milieux qui sont assez fermés puisqu'ils sont soumis à des règles déontologiques très strictes. Et donc nous plaçons nos stagiaires pendant 2 mois dans leur région d'origine. Et là, nous verrons tout à l'heure que ça fait partie des atouts incroyables du e-learning. Cette souplesse, cette agilité. Quand nous avons commencé, la formation existait qu'en présentiel pur. Et là, je vais attaquer le cœur de mon intervention, qui est les atouts du e-learning et du semi-présentiel. Donc pendant des années, ça fait maintenant 17 ans que la formation existe, pendant des années, elle n'existait qu'en présentiel à raison d'une 30aine d'heures par semaine. D'accord ? Et donc à Bordeaux, puisque nous sommes à Bordeaux. Ça fonctionnait bien, mais c'était très lourd, en fait. Très lourd, et très vite, on s'est intéressé forcément, puisque c'est quand même notre métier, aux nouvelles formes de pédagogie et aux nouveaux outils qui nous sont proposés. Parce que vous disiez tout à l'heure que beaucoup de métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Et si vous avez des enfants comme moi qui attaquent leur vie étudiante, c'est quelque chose dont vous avez bien conscience, et dont ils ont, eux, conscience aussi. Mais s'il est vrai que beaucoup de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui existeront demain et qu'on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait hier, et bien c'est exactement pareil pour l'apprentissage. On n'apprend plus aujourd'hui comme on apprenait hier. Et on dispose d'outils incroyables pour se former, qui n'existaient pas avant. Or, le présentiel, c'est quand même un cadre très strict. Ça oblige à sortir de chez soi ou à quitter son emploi, à s'éloigner parfois géographiquement pour trouver la formation qui nous intéresse, parfois même à exclure certaines formations parce qu'elles ne sont pas sur le territoire sur lequel on réside, ou trop éloignées, ce qui bien évidemment implique des coûts et une organisation très complexe. C'est aussi la difficulté, puisque nous avons fait le choix dès le début, et là je vous rejoins aussi, c'est de ne mettre personne dans une case.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a pendant quelques années exercé dans un domaine qu'on n'est pas légitime à s'octroyer l'envie d'explorer un autre domaine. Et nous avons des stagiaires qui viennent d'univers professionnels complètement différents. Des personnes qui viennent de la petite enfance, des infirmières, des fleuristes, des coiffeuses, des bac+4, des géologues, des diplômés en muséologie, des jeunes filles qui sont passées par la fac de droit, des assistantes de direction, mais je ne peux pas de toute façon énumérer puisque c'est tellement varié que ce serait difficile de le faire. Alors bien évidemment, il y a un entretien de candidature, mais tous les dossiers que nous recevons donnent lieu à entraînent cet entretien, provoquent cet entretien. Et tout ça pour vous dire qu'une classe, avec un enseignement classique en présentiel, c'est aussi l'obligation pour l'intervenant d'essayer de jongler entre ces écarts. Parce que tout le monde arrive avec ses forces et ses faiblesses, mais n'empêche qu'un cours, il faut qu'il avance. Et que c'était difficile, justement, pour les intervenants de s'adresser à tout le monde, que certaines se sentaient parfois moins légitimes que d'autres. Et le sentiment d'illégitimité, il est très fort, déjà quand on se pose la question de se reconvertir, et puis peut être très fort aussi quand on est en formation, c'est-à-dire, mais est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je vais y arriver? Et ça, c'était compliqué d'arriver à suivre tout le monde. Enfin bref, à force de penser à tout ça, on s'est dit, bon, et pourquoi on ne la montrait pas aussi en e-learning, cette formation? Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend beaucoup de temps parce que c'est une transformation et ça prend du temps. Mais n'empêche qu'on s'est très vite rendu compte que ça fonctionnait très bien en e-learning. Que ça fonctionnait vraiment très bien. Parce que là, pour le coup, le e-learning, il a des atouts, mais considérables. C'est que tout d'un coup, vous pouvez vous former quand vous voulez, vous entrez en formation quand vous le souhaitez, d'où vous voulez, vous restez en poste si vous le souhaitez. Si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez vous former de chez vous. En fait, c'est vraiment la formation qui vient à vous, qui s'adapte à vous. Et pas vous qui endossez des contraintes pour vous former. Alors, vous savez toutes, je suppose, à quel point nos journées, à nous les femmes, sont remplies et denses. Et au-delà de ça même, à quel point il est difficile, je pense, de trouver déjà le temps de s'arrêter et de se dire est-ce que ce que je fais, je le fais toujours bien et est-ce que j'ai toujours envie de le faire? Est-ce que je n'essaierai pas de faire autre chose? Oui, mais bon, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai un métier. Est-ce que vous savez, ce sentiment de culpabilité qu'on peut éprouver en se disant tiens, je vais me remettre tout d'un coup au cœur du processus, faire un petit bilan et m'octroyer le droit de penser à moi, éventuellement peut-être même de me former. Donc il y a beaucoup de verrous à faire sauter déjà pour entamer cette démarche de reconversion professionnelle, mais il y a encore plein de verrous à faire sauter pour franchir le pas de se former. Alors 9 mois, c'est long. Et cette agilité du e-learning, c'est ça, c'est tout d'un coup se dire mais je n'ai pas de contraintes géographiques, c'est-à-dire que moi j'ai toujours rêvé de faire ce métier-là, ça n'existe pas une formation à côté de chez moi dans ce métier-là, mais là tout d'un coup, je peux de chez moi, sur une plateforme dédiée, où je peux dialoguer avec les intervenants, où j'ai un tutorat, parce que c'est extrêmement important, et ça je le verrai dans la dernière partie, pour que ça fonctionne, le e-learning, il faut des garanties. Voilà, il y a des choses qui sont essentielles. Mais tout d'un coup, c'est cette possibilité-là, c'est cette agilité-là. Entre midi et 2, allez hop, je m'y mets un petit peu. Le soir, une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, pendant que les enfants sont à l'école, eh ben je peux me faire un planning, le mercredi me rendre disponible, rester à mon poste, parce que économiquement, c'est pas toujours simple de quitter son poste pour se former. Là aussi, ça fait partie des réalités. On vit avec les cartes qu'on a en main et les réalités qui s'imposent à nous. On n'est pas on ne peut pas tout faire, on ne peut pas non plus tout assumer. Donc ça, le e-learning, c'est extraordinaire pour ça. Et il y a des outils qui existent, qui sont mais vraiment extrêmement, même ludiques parfois. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on va vers une exploitation encore bien plus importante de tous ces outils-là. Parce que Internet, quand même, et le digital a aussi énormément d'avantages.
Et puis, pour celles qui ne sont pas faites pour le e-learning, parce que tout le monde n'est pas fait pour ce format-là, il existe une autre offre qui est le semi-présentiel. Alors, cette offre, on la trouve parfois sous l'appellation de blended. Et qu'est-ce que c'est que le semi-présentiel ? C'est quelque chose de très intéressant, je trouve. En fait, le semi-présentiel, c'est l'application de ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, mais le schéma traditionnel d'enseignement, c'est je vais en cours, je prends des notes, j'approfondis, j'applique chez moi, seul. C'est-à-dire qu'en cours, je prends des notes, et puis pour tout ce qui est l'approfondissement, ça, c'est à la maison. C'est l'école de nos enfants, en fait, grosso modo. La pédagogie inversée, c'est j'apprends en autonomie, avec un tutorat, bien sûr, après tout ce qui est mis en place. Et quand je suis en regroupement présentiel avec l'intervenant et les autres, là, j'applique, là, je décortique, là, je pose des questions, et là, je fais du concret. Donc, on inverse le processus. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec la pédagogie inversée, c'est que pour le coup, vous suivez votre propre rythme. S'il y a des matières, parce que votre parcours professionnel vous a familiarisé avec certaines matières où vous allez très vite, tant mieux, vous irez très vite. Si vous devez passer plus de temps sur certaines choses, vous passerez plus de temps sur certaines choses, et vous n'êtes pas soumise au format des 2 heures de cours, où vous allez prendre des notes, toutes soumises au même rythme, et vous dépatouillez toute seule, rentrez chez vous avec les cours et les notes que vous avez prises. Donc la pédagogie inversée, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir, pareil que pour le e-learning, cet environnement, alors nous, c'est une plateforme, un compte dédié où vous avez tous les supports de cours, tous les exercices, la possibilité de poser des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas aux intervenants directement, un tutorat toutes les 2 semaines par webcam où on vous aide à apprendre, à savoir comment même vous organiser, comment organiser votre semaine de formation avec vos contraintes qui sont les vôtres, mais pas celles de la voisine ou d'une autre personne, mais les vôtres. Mais en plus, avec le semi-présentiel, vous avez tous les mois un regroupement de 2 ou 3 jours où là, vous allez pouvoir échanger avec les autres, avec les intervenants et mettre en application tout ce que vous avez appris. Avec bien évidemment une progression pédagogique à respecter pour que les présentiels soient harmonieux et que que les stagiaires puissent tous échanger et suivre. Donc ça, ce sont les atouts, cette agilité-là qui vous permet de concilier, en fait, qui permet de concilier vie personnelle, vie professionnelle, vie familiale et désir légitime ou besoin très légitime de se former. Pour que ça fonctionne, bien évidemment, il faut mettre en place beaucoup de choses. Déjà que le centre de formation que vous choisirez ne vous fasse vraiment la démarche de vous accompagner, que vous ne soyez pas isolé. Voilà. Il ne faut pas que enseignement en e-learning, formation en e-learning soit synonyme d'isolement. Vous devez être accompagné. C'est primordial, l'accompagnement. C'est primordial, vraiment. C'est quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est la pierre angulaire d'une formation. Il faut que vous puissiez vous appuyer sur ce tutorat-là, que vous puissiez poser des questions à vos intervenants, que vous soyez toujours reliés. C'est important. Le semi-présentiel, pour le coup, est peut-être plus facile grâce au regroupement au présentiel. Et puis vous, en formation, il va falloir que vous vous gendarmiez, que vous vous créiez un rythme et un cadre de travail. Moi, ce que je conseille toujours à mes stagiaires, c'est de ne pas faire un plan sur un mois, par exemple, en disant, alors, là, au mois de mai, je vais travailler le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de telle heure à telle heure, le week-end de telle heure à telle heure. Parce que ce n'est jamais réaliste. Parce que vous ne savez pas encore ce qui va se passer forcément dans ce mois-là, qu'il y a toujours des imprévus, des impondérables, et que pour le coup, après, vous allez vous sentir coupable si vous n'avez pas respecté à la lettre le mardi, etc., ce que vous aviez prévu de faire. Moi, je leur conseille toujours, le dimanche, de se poser, de regarder la semaine qui vient, et de se dire, bon, alors c'est la semaine prochaine, j'ai tel impératif, telle et telle contrainte, comment j'articule ces contraintes avec ma formation. Et là, pour le coup, de s'y tenir, vraiment. Mais de faire quelque chose de réaliste, parce qu'on a toujours tendance à se charger, à se surcharger, et à vouloir aller tout en haut de la montagne tout de suite, sans passer par les étapes nécessaires. Donc je pense qu'il faut être un petit peu doux
douce avec soi-même et être réaliste, tout simplement. Donc ça, c'est essentiel. Se créer des objectifs d'apprentissage et un cadre d'apprentissage réaliste. Parce qu'une maman seule avec 2 enfants et qui travaille en même temps, elle n'a pas besoin du même accompagnement, elle n'a pas la même disponibilité que quelqu'un qui va pouvoir consacrer 9 mois à sa formation en toute tranquillité parce que ses enfants sont grands et qu'elle est soutenue chez elle. Donc chaque cas est individuel et ça, une formation, elle doit en tenir compte. Et l'e-learning permet d'en tenir compte. Et ça, c'est essentiel. Et puis parfois, on en a marre d'être enfermé chez soi, tout simplement. Alors, là aussi, il faut trouver des solutions. La bibliothèque, c'en est une. Il y a toujours des bibliothèques où on peut aller se réfugier, où on peut voir d'autres personnes travailler et rompre l'isolement. Ne pas rester tout le temps chez soi. Ce n'est pas parce que vous vous formez en e-learning que vous êtes obligé de rester chez vous. Vous pouvez trouver d'autres cadres de travail pour vous accueillir. Tout ça, c'est vraiment une agilité incroyable. Ça peut merveilleusement bien fonctionner si vous avez en face de vous l'interlocuteur qui vous accompagne et si vous mobilisez tous ces trucs et astuces, je dirais, qui sont à votre disposition. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis disponible pour vous répondre.